maintenant aborder les myélodysplasies sous un aspect plus biologique et surtout cytologique. Je vais donc vous parler des aspects morphologiques et des critères de classification selon la nouvelle classification OMS 2016. Donc juste un petit rappel sur les syndromes myélodysplasiques. Je ne vous parlerai ici que des syndromes myélodysplasiques purs ou classiques de l'adulte. Je ne parlerai pas des SMD de l'enfant, ni des formes frontières SMD, SMB. Donc les syndromes myélodysplasiques sont un groupe hétérogène d'hémopathie en relation avec une anomalie clonale de la cellule souche hématopoïétique. Ils se caractérisent par une hématopoïèse anormale, avec une différenciation anormale des précurseurs ou progéniteurs myéloïdes. On a une apparition donc, de dysplasie qui peut affecter une ou plusieurs lignées myéloïdes. On va parler de dysmyélopoïèse. On a également une hématopoïèse inefficace, puisque ces précurseurs anormaux vont subir une apoptose excessive, un avortement intramédulaire donc dans la moelle, ce qui va aboutir à l'apparition de cytopénie périphérique. Ces pathologies sont donc un contraste entre une moelle riche et des cytopénies dans le sang périphérique. Les manifestations cliniques ne sont pas spécifiques et en relation souvent avec là où les cytopénies présentent. La découverte peut également être fortuite sur une NFS chez un sujet asymptomatique. Ce sont des pathologies du sujet âgé avec un âge médian de 70 ans. L'incidence augmente ensuite avec l'âge et on a une légère prédominance masculine. Ces SFD sont dans la plupart des cas primitifs, mais ils peuvent être également secondaires, post-chimiothérapie, post-radiothérapie ou suite à l'exposition à des toxiques. Ce sont des pathologies graves, puisqu'on les considère comme des états pré-leucémiques avec une évolution en LAM dans environ un tiers des cas. Donc la biologie va jouer un rôle majeur dans le diagnostic et dans l'apport de critères de classification de ces SMD. On abordera essentiellement donc, 3 examens, et plus particulièrement l'hémogramme et le myélogramme au niveau cytologique, et également le karyotype pour l'apport et la recherche des anomalies cytogénétiques. Ces examens vont nous permettre de mettre en évidence des critères donc, de classification qui sont les cytopénies périphériques, les dysplasies, la présence de blastes, la présence de sidéroblastes en couronne et donc la recherche d'anomalies cytogénétiques prédictives de ces SMD. Nous allons aborder chacun de ces examens un par un. Donc tout d'abord, quels sont les apports de l'hémogramme et du frottis sanguin? On va avoir des anomalies non spécifiques mais qui ont une grande valeur d'orientation. Sur la numération, nous allons nous attacher à rechercher des cytopénies. Dans 80% des cas, on va retrouver une anémie normaux, mais surtout macrocytaire arégénérative. On va également rechercher une thrombopénie et une leuconeutropénie. Pour évoquer le diagnostic de SMD, ces cytopénies doivent répondre à des seuils qui ont été établis en 1997 pour le score IPSS et qui ont été maintenus dans la classification OMS 2016. Donc, il faudra avoir une anémie avec hémoglobine inférieure à 10 grammes par décilitre et ou thrombopénie avec plaquettes inférieure à 100 giga par litre et ou neutropénie avec un taux de neutro inférieur à 1,8 giga par litre. Le frottis sanguin sera également très contributif. Alors, comme prérequis, toujours des frottis de bonne qualité, des colorations de bonne qualité, je m'adresse aux cytologistes, et on fera un décompte sur 200 cellules. On s'attachera à faire un examen attentif de chaque lignée, globules rouges, plaquettes, granules. On recherchera également la présence de blastes qui, s'ils sont présents, devront être quantifiés en pourcentage et on recherchera la présence de Cordauer. Pour les SMD purs, le taux de monocytes attendu est inférieur à 1 giga par litre, par opposition aux formes SMP, SMD, SMB. Alors, au niveau cytologique, qu'est-ce qu'on va rechercher sur le frottis sanguin comme anomalie sur la lignée érythrocytaire, qui va donc définir la dysérythropoïèse? Il y a plusieurs dystrophies que l'on peut retrouver. On va regarder ça sur des photos, ce sera beaucoup plus sympathique. Donc, tout d'abord, on va rechercher une double population en termes de coloration des hématies, avec très souvent
présence concomitante de globules rouges normochromes, c'est-à-dire avec une coloration normale, une hémoglobinisation normale, et des globules rouges hypochromes ici. On aura également une anisocytose, c'est-à-dire une différence de taille des globules rouges, ainsi qu'une polykylocytose avec des hématies de formes différentes. Ici, des hématies particulières qu'on appelle des dacryocytes et qui sont des hématies en forme de larmes ou en forme de poire. Ici, vous avez donc un frottis avec des globules rouges de taille différente, anisocytose, et la présence de ces gros globules rouges ou macrocytes, qui est un reliquat d'un chromosome qui est significatif d'une anomalie de la mitose, donc d'une dysérythropoïèse. Sur ces photos, une anisopoïkylocytose marquée avec des globules rouges de taille et de forme différentes. On voit ici des hématies ovales ou ovalocytes, ici des hématies irrégulières ou échinocytes. Nous avons ici un érythroblaste circulant et ici des globules rouges avec des ponctuations basophiles qui sont des équivalents de réticulocytes. Les ponctuations basophiles correspondent à des ribosomes chargés en ARN. Ici, vous avez un érythroblaste dystrophique puisqu'il est binucléé, et ici encore un globule rouge avec des ponctuations basophiles. Dans les dysérythropoïèses très marquées, nous pouvons avoir la présence d'anneaux de Cabot, donc ce petit cercle à l'intérieur de l'hématie, qui signale également une dysérythropoïèse marquée et qui correspond à des résidus de microtubules du fuseau mitotique. Sur la lignée des granuleux, nous allons rechercher des signes de dysgranulopoïèse que nous pouvons diviser en anomalies nucléaires et en anomalies cytoplasmiques. Au niveau des anomalies nucléaires, il s'agira essentiellement d'anomalies de la segmentation, forme hypo ou hypersegmentée, et des anomalies de condensation de la chromatine. Au niveau cytoplasmique, ce seront essentiellement des anomalies de granulation. Quelques photos. Donc ici, sur cette première photo, vous avez des polynucléaires qui sont hyposegmentés. Un polynucléaire normal présente 3 à 6 lobes. Ici, vous voyez qu'on a une disparition des lobes. Ici, un PN en bisac ou binucléé. Un PN en anneau, donc qui va former une disparition des lobes avec formation d'un cercle nucléaire. Et sur cette photo, une forme de polynucléaire neutrophile pseudo-pelgère, disparition complète des lobes et une hypercondensation de la chromatine. Les polynucléaires neutrophiles sont touchés, mais également les autres lignées de polynucléaires, comme les éosinophiles, ici avec un noyau hyposegmenté sur cette photo. D'un côté, nous avons des troubles de la segmentation de type hyposegmentation, mais on peut également retrouver des anomalies à type d'hypersegmentation avec des polynucléaires qui vont être augmentés de taille, qu'on appelle macropolycytes, augmentation du nombre de lobes. Les anomalies cytoplasmiques sont majoritairement des anomalies de granulation avec des PN hypogranuleux ou totalement dégranulés comme sur cette photo. On va pouvoir également rechercher au niveau du cytoplasme la persistance d'une petite zone de basophilie qui est un résidu en fait de l'ARN des précurseurs et que l'on appelle corps de Doyle. Des granulations anormales qui sont assez rares, il faut le dire, des granulations de type Shediac-Higashi. Au niveau des plaquettes, nous allons rechercher donc des dystrophies évoquant une dysmégacariopoïèse. On va donc rechercher des plaquettes de taille différente, donc une anisocytose plaquettaire. On va rechercher des macroplaquettes, c'est-à-dire des plaquettes qui ont la taille d'au moins un demi-globule rouge, ainsi que des plaquettes géantes, donc des plaquettes dont la taille est supérieure à celle d'un globule rouge. Nous allons également chercher, comme par exemple ici, des défauts de granulation avec raréfaction des grains et la présence de vacuoles dans cette plaquette. Il faudra également rechercher des signes forts de dysmégacariopoïèse avec sur le frottis sanguin la présence de fragments de noyaux de mégacariocytes, voire même de micro-mégacariocytes circulants. Nous allons également rechercher sur le frottis sanguin la présence de cellules blastiques qu'il va falloir quantifier en pourcentage et il faudra bien rechercher la présence ou non de Cordauer qui sont des petits bâtonnets ici intracytoplasmiques. Tout comme l'hémogramme, le myélogramme va jouer un rôle majeur
dans la classification de CSMD. Il va falloir avoir un myélogramme donc de bonne qualité, des frottis ni trop épais ni trop dilués, une coloration de bonne qualité et il faudra compter 500 cellules. Ce qui est recommandé, c'est de faire une lecture sur plusieurs frottis différents, et voire même par plusieurs opérateurs si on a un problème, en particulier sur le décompte des blastes. Donc on va procéder à un examen attentif de chaque lignée. Il est recommandé de compter au moins 30 mégacaryocytes, 200 érythroblastes et 200 granuleux. En cas d'hyperplasie érythrocytaire, il va falloir compter, il est recommandé de compter au minimum 100 cellules non érythroblastiques. Donc il va falloir évaluer les anomalies morphologiques. Une dysplasie est considérée comme significative si elle touche au moins 10% des éléments de la lignée. Bien sûr, toutes les dysplasies ne sont pas clonales et il faut bien penser à éliminer toutes les autres causes possibles de dysplasie que l'on peut voir sur un myélogramme. En particulier, faire attention à tous les contextes inflammatoires, infectieux, iatrogènes, toxiques. Et donc ne pas hésiter, si on a le moindre doute, à redemander un contrôle de myélogramme à distance. Il va falloir quantifier les blastes. Sont inclus dans le décompte des blastes les blastes sans différenciation ou blastes indifférenciés, les myéloblastes, les monoblastes et les promonocytes. Attention aux états infectieux avec un risque de surestimation des blastes. Pareil, ne pas hésiter à demander un contrôle de myélogramme avant de conclure de façon hâtive à un SLD avec excès de blastes. Ne pas hésiter à demander un contrôle de myélo à distance de l'état infectieux. Et un frottis du myélogramme va nous permettre de réaliser la coloration de Pearce pour évaluer le pourcentage de sidéroblastes en couronne. Quelques photos pour illustrer tout ça. Donc, voilà les signes de dysérythropoïèse qu'on va rechercher sur le myélogramme. À gauche, les différentes étapes de l'érythropoïèse normale et les signes de dysérythropoïèse à droite que l'on va pouvoir diviser en anomalies nucléaires et en anomalies cytoplasmiques. Au niveau nucléaire, on va rechercher des irrégularités du noyau avec des noyaux un petit peu boursouflés comme ça, une binucléarité comme sur cette photo, voire une multinucléarité avec des érythroblastes de très grande taille qu'on va appeler mégaloblastes. Ici, les anomalies nucléaires qui peuvent aller jusqu'à une fragmentation du noyau. D'autres anomalies nucléaires des érythroblastes, la présence de corps de Joly, qu'on a vu également dans le sang, et des érythroblastes de grande taille, qu'on appelle aussi macro-érythroblastes, pouvant aller jusqu'au mégaloblaste, qui est donc caractéristique avec un asynchronisme de maturation entre le noyau et le cytoplasme, et une chromatine perlée particulière. Au niveau des anomalies cytoplasmiques des érythroblastes, il va falloir rechercher la présence donc, de ponctuation basophile dans le cytoplasme et également la présence de ce qu'on appelle un cytoplasme feuilleté, c'est-à-dire des plages de déshémoglobinisation au niveau du cytoplasme qui vont apparaître blanches par rapport au reste du cytoplasme. Juste un petit mot sur la coloration de Pearce qui va être réalisée donc, à partir d'un des frottis du myélogramme et qui va nous permettre de quantifier le pourcentage de sidéroblastes en couronne. C'est donc une réaction cytochimique qui va caractériser cette dysérythropoïèse avec l'accumulation anormale de fer et mettre en évidence l'accumulation anormale de fer dans les mitochondries. Les grains de fer, par une réaction cytochimique avec le ferrocyanure de potassium, vont apparaître comme des petits grains bleu-vert. Donc le Pearce va nous permettre d'évaluer les réserves en fer et surtout de rechercher et de quantifier les érythroblastes. Dans le cas des syndromes myélodysplasiques, nous allons rechercher des sidéroblastes de type 3 ou sidéroblastes en couronne, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait au moins 5 grains de fer dans le cytoplasme et surtout avec une disposition particulière. Il faut que ces grains de fer couvrent au moins un tiers du pourtour nucléaire. Voilà une photo. Donc pour ça, c'est à faible grossissement. On va évaluer en fait les réserves en fer au niveau médulaire. Et là, on voit des macrophages chargés en fer dans les grains médulaires. Les érythroblastes, ce sera ça. On va donc compter 100 érythroblastes et faire le pourcentage des différents types de sidéroblastes. Ce qui nous intéresse, ce sont les sidéroblastes 3 ou en couronne avec un seuil de positivité à 15%.
Sur les granuleux, nous allons rechercher des anomalies donc, de type nucléaire et des anomalies cytoplasmiques. Ce sont les mêmes anomalies que l'on a déjà décrites dans le sang. Donc des troubles de la segmentation, avec ici des PN qui sont hyposegmentés, et des anomalies de la granulation, avec, vous voyez, des précurseurs myéloïdes totalement dégranulés, de même que les polynucléaires neutrophiles. Sur cette diapo, toujours des précurseurs dégranulés avec des plages vides de grains là, pour ces myélocystes. On a également des polynucléaires qui sont très dystrophiques, totalement hyposegmentés, des formes pseudo-pelgères avec une hypercondensation de la chromatine. Ici, deux polynucléaires en anneau. Donc, sur la lignée des mégacaryocytaires, on va rechercher donc des signes de dysmégacaryopoïèse avec ici un signe fort, un élément fort du diagnostic de SLD, c'est la présence de micro-mégacaryocytes. C'est la dysplasie la plus reproductible au cours des SLD. Il s'agit d'un petit mégacaryocyte au cytoplasme réduit qui va avoir la taille d'un érythroblaste ou d'un lymphocyte. On recherchera également des anomalies nucléaires sur ces mégacaryocytes et des anomalies cytoplasmiques, mais qui sont beaucoup plus rares. Donc voici des mégacaryocytes donc anormaux, dysplasiques, qui vont être hyperlobés avec des noyaux séparés, clivés. D'un peu plus près, donc ici un mégacaryocyte monolobé et ici des mégacaryocytes à noyaux clivés. Ici un petit mégacaryocyte binucléé et ici un mégacaryocyte monolobé avec des vacuoles cytoplasmiques. Deux petits mégas binucléés. Ici, un petit méga monolobé, limite microméga, mais pas encore assez petit pour en faire un véritable micromégacaryocyte. Et ici, un petit méga, un vrai micromégacaryocyte. Une anomalie particulière au niveau des mégacaryocytes, c'est cet aspect de mégacaryocyte que l'on va retrouver dans une entité particulière de SMD, qui est le SMD DL5Q isolé. Ce sont des mégas de petite taille, monolobés, avec un noyau excentré et un cytoplasme relativement abondant. Et également sur le myélogramme, il faudra rechercher les blastes, les quantifier en pourcentage et rechercher attentivement la présence de Cordauer. Juste un petit mot sur la cytogénétique, le karyotype, puisque dans les critères de classification, il va falloir rechercher des anomalies chromosomiques récurrentes qui sont considérées comme prédictives de SMD dans les cadres de cytopénie persistante. On voit que ça se divise en anomalies équilibrées et en anomalies déséquilibrées. Ces anomalies cytogénétiques correspondent à des mutations récurrentes que l'on pourra rechercher en biologie moléculaire. Les gènes les plus fréquemment mutés sont cités ici. Donc tous ces éléments de l'hémogramme, du myélogramme et de la cytogénétique vont nous permettre de classer les SMD selon la nouvelle classification OMS 2016. On verra qu'il y a donc 5 entités différentes. Les différences par rapport à la classification OMS 2008, on va voir donc que les termes d'anémie réfractaire et de cytopénie réfractaire ont été abandonnés. On va parler maintenant du terme général de syndrome myélodysplasique, SMD. Il y a une création d'une entité à part entière, les SMD avec sidéroblastes en couronne. Les SMD avec excès de blast ancienne AREB, donc SMD EB1, SMD EB2. Maintien de l'entité particulière associée à une anomalie cytogénétique isolée, la délétion 5Q. Et on verra qu'il y a 3 sous-types de SMD inclassables. Changement également majeur dans cette classification, très important, ça va être les cas avec excès d'érythroblastes médulaires. Auparavant, le pourcentage de blastes médulaires était déterminé à partir de toutes les cellules nucléées. Maintenant, le pourcentage des blastes médulaires est à déterminer à partir de toutes les cellules nucléées, y compris les érythroblastes. Auparavant, le pourcentage de blastes était déterminé par rapport aux cellules nucléées, mais non érythroblastiques. Donc, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de cas qui auparavant auraient été classés en LAM6
et qui dorénavant devront être classés en SMD avec excès de blast. Puisqu'on compte le pourcentage de blast sur l'ensemble des lignées myéloïdes, le pourcentage de blast va diminuer et donc de L à M6, ils seront reclassés en SMD avec excès de blast. Juste petit rappel, donc en blast sont classés les blasts indifférenciés, les myéloblastes, les monoblastes et les promonos. Donc, on va voir un petit peu plus en détail les différentes entités de cette classification. Donc, les 6 critères de classification sont le nombre de dysplasies, le nombre de cytopénies, la présence de sidéroblastes en couronne, avec un seuil de positivité à 15% si absence de mutation SF3B1 ou à 5% si cette mutation est présente, le pourcentage de blastes sanguins, le pourcentage de blastes médulaires et la présence ou non des anomalies cytogénétiques. Donc sur cette diapo, on a les SMD sans sidéroblastes en couronne et les SMD avec sidéroblastes en couronne. Les critères de classification pour ces deux entités sont les mêmes, la seule différence est la présence ou non des sidéroblastes en couronne. En fonction du nombre de dysplasies, on classera ces SMD en SMD avec dysplasie unilignée ou dysplasie multilignée. Très important, il n'y a pas de blast ni sanguin ni médulaire, avec un seuil sanguin à 1% et un seuil médulaire à 5%. Absence également de Cordauer. Pour les anomalies cytogénétiques, elles sont présentes ou absentes. On peut retrouver n'importe quelle anomalie, sauf celles qui définissent le SMD d'L5Q. Les SMD avec excès de blast correspondent donc à l'ancienne entité AREB. Donc, on va les diviser en SMD EB1 ou SMD EB2 en fonction du pourcentage des blastes sanguins et des blastes médulaires. Entre 2 et 4% de blastes sanguins ou 5 et 9% de blastes médulaires, on sera en SMD EB1 et il n'y a pas de Cordauer. Entre 5 et 19% de blastes sanguins ou 10 et 19% de blastes médulaires ou présence de Cordauer, on classe ce SMD en SMD EB2. A savoir que quel que soit le pourcentage de blast, à partir du moment où on voit un Cordauer, on classe le SMD en SMD EB2. Les anomalies cytogénétiques peuvent être présentes ou absentes et on peut retrouver n'importe laquelle. L'entité particulière dont je vous parlais tout à l'heure avec une anomalie particulière des mégacaryocytes, c'est le SMD avec des lésions 5Q isolées. Tout comme les SMD avec excès de blast, le nombre de sidéroblastes en couronne est indifférent et il va se définir par la présence d'une anomalie cytogénétique, la délétion du bras long du chromosome 5, isolée ou associée avec la nouvelle classification 2016 à une seule autre anomalie cytogénétique, hors monosomie 7 ou DEL7Q. Juste un petit point, au niveau des cytopénies, on aura une ou deux cytopénies, et ce qui est un petit peu particulier pour cette entité, c'est que dans un tiers à la moitié des cas, on va pouvoir retrouver une thrombocytose. Maintenant, les SMD inclassables, ils sont au nombre de 3. On va avoir les SMD avec 1% de blastes sanguins. Ce 1% de blastes sanguins est à confirmer sur au moins 2 prélèvements différents. Il n'y aura pas de blast médulaire et pas de Cordauer. On va avoir 1 à 3 dysplasies, 1 à 3 cytopénies, nombre de sidéroblastes en couronne indifférents et anomalies cytogénétiques, n'importe lesquelles, quelles qu'elles soient. SMD avec dysplasie unilignée et pancytopénie, donc 3 cytopénies, 1 dysplasie sur une seule lignée, nombre de sidéroblastes en couronne indifférents, absence de blastes sanguins et médulaires, pas de Cordauer, anomalie cytogénétique, quelle qu'elle soit. Et ensuite, la dernière entité de ces SMD inclassables, les SMD basés sur la présence d'une anomalie cytogénétique. Il n'y a pas forcément de dysplasie, ou la dysplasie n'est pas significative, c'est-à-dire qu'elle touche moins de 10% des éléments de la lignée. 1 à 3 cytopénies, sidéroblastes en couronne absent ou inférieur à 15%, absence de blastes sanguins médulaires, pas de Cordauer, et donc une anomalie cytogénétique qui définit ce SMD. Donc c'est toutes les anomalies cytogénétiques qu'on a vues dans le tableau différent, sauf pour la trisomie 8, le -Y et le DEL20Q, qui ne sont pas assez suffisantes pour permettre de classer ce SMD dans cette catégorie-là.
Alors juste un petit mot sur les scores pronostiques internationaux, IPSS et IPSS-R, qui est la même et révisée en 2012. Donc les critères pronostiques sont les mêmes, c'est-à-dire le pourcentage de blastes médulaires, la présence d'anomalies cytogénétiques sur le karyotype et la présence de cytopénie. Chaque critère va être associé à un score numérique et le score total va permettre de placer le patient dans une catégorie de risque. Risque en termes de survie médiane en année et en risque d'évolution à LAM en année. La différence entre les deux scores, c'est que le score pronostique IPSS-R est un peu plus détaillé, avec apparition de nouvelles anomalies cytogénétiques et des seuils de cytopénie qui ont été modifiés, en particulier le seuil de neutropénie qui est abaissé à 0,8 alors que le seuil pour la neutropénie dans l'IPSS était à 1,8 giga par litre. Ces différents critères vont nous permettre de placer les patients dans le score IPSS-R. Dernière diapo, juste un petit rappel pour les différentes étapes diagnostiques, la démarche diagnostique au niveau biologique pour la classification de CSMD. En premier lieu, on réalisera un hémogramme avec un frottis sanguin. On s'attachera à rechercher donc les différentes cytopénies, la présence de dysplasie sur une ou plusieurs lignées myéloïdes, la présence de blastes. En deuxième étape, on réalisera un myélogramme où on recherchera des dysplasies et des blastes. En fonction du pourcentage de blastes, on s'orientera en présence ou non de dysplasie. À partir du moment où on a plus de 20% de blastes, la pathologie sera classée en LAM. Si on a 1 à 3 dysplasies avec moins 20% de blastes, il faudra décompter donc, ces blastes médulaires et rechercher la présence de Cordauer. Si l'on a entre 10 et 19% de blastes ou présence de Cordauer, on le classera la pathologie en SMD-EB2. Si on a entre 5 et 9% de blastes médulaires sans Cordauer, on classera la pathologie en SMD-EB1. Et ensuite, si on a moins de 5% de blastes et pas de Cordauer, on continuera donc l'exploration. À ce niveau-là, on va réaliser un karyotype avec la recherche donc, des anomalies cytogénétiques prédictives de SMD. Dans le cas d'absence de blast, d'absence de Cordauer, si on a une seule anomalie del5Q isolée, on pourra parler de cette entité particulière, SMD, avec del5Q isolé. La quatrième étape, lorsqu'on a absence de blast médulaire, c'est la réalisation de la coloration de PERS sur un des frottis du myélo. Et en fonction, si on a donc ces sidéroblastes en couronne qui sont présents, on va rechercher le nombre de lignées dysplasiques. Une lignée dysplasique, on classera donc le SMD en SMD avec sidéroblastes en couronne et dysplasie unilignée. Si au moins 2 lignées sont touchées, on parlera de SMD avec sidéroblastes en couronne et dysplasie multilignée. Même distinction en l'absence de sidéroblastes en couronne. On va rechercher le nombre de dysplasies. Une seule dysplasie, on parlera de SMD avec dysplasie unilignée. Plusieurs dysplasies, on parlera de SMD avec dysplasie multilignée. Je vous remercie de votre attention.